Bonjour à tous, je suis Nicolas Collin, je suis le cofondateur avec Laetitia Vito de Nouveau Départ, qui est un nouveau média consacré à la crise et à la transition. Sur Nouveau Départ, on est en train de recentrer notre offre réservée à nos abonnés autour d'une série d'émissions qui s'appelle À deux voix et qui sont des conversations approfondies entre Laetitia et moi sur des sujets d'actualité où on essaie d'aller au fond des choses. La semaine dernière, on a discuté le regard des économistes sur cette crise que le monde entier est en train de traverser, ainsi que la situation aux États-Unis. Et la situation aux États-Unis, comme vous le savez, c'est celle de manifestations massives qui ont lieu dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes moyennes, dans des endroits absolument improbables, en réaction à un événement tragique qui est survenu il y a une dizaine de jours et qui est la mort d'un citoyen américain noir qui s'appelle George Floyd, qui a été arrêté par des policiers blancs, en l'occurrence, dans la ville de Minneapolis, au Minnesota, où il habite, qui a été maintenu à terre avec un genou sur la nuque pendant plusieurs minutes, et alors même qu'il exprimait péniblement le fait qu'il n'arrivait pas à respirer, le policier qui lui mettait un genou sur la nuque a refusé de relâcher son étreinte, et George Floyd est décédé sur place. Et toute la scène, qui est insoutenable, a été filmée par un observateur avec un smartphone, a été ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a provoqué une onde de choc et des millions de citoyens américains et de sympathisants de cette cause à travers le monde se sont rassemblés dans un mouvement pour protester contre le racisme endémique qui mine la société américaine, pour protester contre les violences qu'infligent de plus en plus les policiers, notamment aux citoyens américains noirs. Et tout ça, on n'en est pas évidemment sorti, très loin de là, puisqu'il y a une montée dans la violence des arguments échangés par les uns et les autres. Il y a Trump lui-même qui s'est positionné en promettant de rétablir la loi et l'ordre, et un certain nombre de gens qui se demandent où est-ce que tout ça nous emmène. Alors il y a ceux qui disent, bon bah c'est pas la première fois, malheureusement, qu'il y a des manifestations de violence inspirées par le racisme des policiers blancs aux États-Unis vis-à-vis des Noirs, qui sont toujours soupçonnés d'être des criminels violents, armés et dangereux. Et chaque fois que l'opinion publique s'est émue, chaque fois que des mouvements se sont organisés, notamment depuis plusieurs années, le mouvement qui s'appelle Black Lives Matter, euh, pour protester contre cette situation, ça n'a jamais débouché sur des ruptures, des transformations institutionnelles de grande ampleur. Mais là, je voudrais juste passer en revue, en fait, une série d'arguments pour signifier pourquoi un certain nombre d'observateurs, et moi aussi, dans une certaine mesure, et Laetitia, on pense que ce mouvement pourrait, contrairement à ceux qui l'ont précédé depuis plusieurs décennies, se traduire par des changements de grande ampleur aux États-Unis et d'une manière plus générale dans le monde entier. Alors le premier argument, c'est que ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a la conscience aiguë de la part de la majorité des individus que nous sommes en train de traverser une période de transition. Avant la crise de 2008, c'était pas si évident. Bien sûr, il y avait eu dans les années 90 la bulle des dot-com, une première génération d'entreprises numériques qui ont commencé à arriver sur le marché. Mais précisément, cette bulle des dot-com, elle a explosé en 2000. Elle a inspiré aux uns et aux autres l'idée que finalement tout ça n'était qu'un feu de paille, que l'économie allait retrouver son cours normal et que rien n'avait changé fondamentalement. Ensuite, on s'est beaucoup concentré sur les sujets de lutte contre le terrorisme, et c'est seulement après la crise de 2008, où le capitalisme a frôlé l'implosion totale, et le système bancaire a été mis par terre par l'explosion de la bulle immobilière et des prêts hypothécaires adossés à des biens immobiliers surévalués, dans le monde entier, on a commencé à se dire, mais en fait, ça peut plus durer comme ça, il faut pas forcément tout changer, mais changer beaucoup de choses dans la façon dont fonctionne notre économie et dans les institutions qui l'encadrent. Et ça n'a fait que s'intensifier avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'entreprises numériques qui ont énormément fait évoluer les choses sur le front de la production, sur le front de la consommation, sur le front du travail, qui ont mis à rude épreuve des institutions comme la protection sociale, la fiscalité la propriété intellectuelle et beaucoup d'autres choses. Et donc le sentiment d'une transition qui s'accélère, il est diffus depuis plusieurs années dans l'ensemble de la population. Et quand on a le sentiment d'une transition qui s'accélère, on a tendance de plus en plus à se tourner vers l'avenir et à vouloir faire advenir des changements un peu plus radicaux. Voilà. Donc dans ce contexte de transition, de sentiment d'une transition,
les manifestations qui font suite à la mort de George Floyd pourraient avoir un effet de cristallisation d'une aspiration à un changement radical. C'est d'autant plus vrai que le sentiment d'une transition, il a été intensifié pendant la période de 2 mois de laquelle on vient de sortir, et qui était la période de la pandémie, où là, littéralement, les économies du monde entier se sont arrêtées, parce que les individus ont été invités à rester chez eux, que la plupart des entreprises ont été contraintes de licencier leurs salariés ou de les mettre au chômage partiel, que le PIB va se contracter dans la plupart des pays du monde, et qu'on a vu émerger dans ce contexte d'expérimentation forcée par la pandémie et par le confinement, des nouvelles pratiques, des nouveaux usages, des nouveaux produits dans les domaines de la santé, de l'éducation, du commerce de détail et du divertissement. Et donc, le sentiment d'une transition qui s'accélère, il est devenu très prégnant dans la vie quotidienne d'un certain nombre de gens. Et là encore, quand tout ça se prolonge ou s'amplifie dans le cadre d'une mobilisation de grande ampleur, comme les manifestations qui ont lieu en ce moment aux États-Unis, ça peut provoquer un basculement dans un monde nouveau, la découverte et la meilleure compréhension d'un paradigme nouveau, celui d'une économie plus numérique et plus entrepreneuriale, et la conversion massive de l'opinion publique à des nouveaux modes de pensée et une nouvelle appréhension, encore une fois, de la production, de la consommation, du travail. Tout ça, un troisième facteur, c'est que l'opinion publique américaine est devenue depuis longtemps maintenant de plus en plus tolérante. Ceux qui connaissent la politique américaine se souviennent peut-être de l'élection présidentielle de 2004, qui opposait à l'époque George W. Bush, qui était le président républicain sortant, à John Kerry. Et à l'époque, Bush l'a emporté, a été élu pour un second mandat, avec 2 arguments principalement. Le premier argument, c'était qu'il était le président de la lutte contre le terrorisme, il était le président qui était le garant de la sécurité nationale des États-Unis, et qu'il ne fallait pas faire confiance sur ces sujets-là au candidat démocrate qui était John Kerry. Mais l'un des autres sujets qui lui a permis de l'emporter, c'était l'accent qui a été mis à l'époque sur son refus catégorique de l'idée du mariage pour tous. Il y avait des États qui commençaient à adopter des lois dans tous les États-Unis pour permettre aux personnes homosexuelles de se marier. Et Trump faisait campagne à l'échelle nationale pour dire qu'il allait proposer l'adoption d'un amendement à la Constitution pour empêcher les États de reconnaître le principe du mariage pour tous. Et ça a fait la différence dans un certain nombre d'États où le positionnement de Bush a flatté l'homophobie d'un certain nombre d'électeurs. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que Bush a été élu, évidemment, ses promesses de faire adopter l'interdiction du mariage pour tous n'ont pas été suivies des faits, et que ce à quoi on a assisté, en fait, c'est au contraire la conversion à des positions beaucoup plus tolérantes de la majorité des Américains. C'est-à-dire le fait d'en avoir parlé, même dans un contexte de polarisation dans le cadre de l'élection présidentielle, a habitué beaucoup plus de gens à l'idée que les personnes homosexuelles qui s'aiment peuvent se marier comme les couples hétérosexuels, et qu'au fond, ça ne dérange personne, ça ne gêne personne, ça ne menace personne, et que ça fait partie du mode de vie d'une société aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est vrai sur plein de fronts, c'est vrai sur la question de l'homophobie, mais c'est vrai aussi sur la question du racisme, c'est-à-dire les Américains sont de moins en moins racistes, on a l'impression qu'ils le sont de plus en plus parce qu'il y a une minorité d'individus racistes qui sont radicalisés, qui sont de plus en plus armés jusqu'aux dents, qui ont élu Trump, qui entendent chez Trump des échos de leurs propres sentiments racistes, et donc il y a une sorte d'amplification un peu artificielle des sentiments profondément racistes d'une minorité d'électeurs américains, mais qui nous empêche de voir que la majorité silencieuse des électeurs américains est en fait moins raciste que jamais, et tout ça, évidemment, pourrait permettre aux mobilisations actuelles de déboucher sur des choses concrètes et potentiellement assez spectaculaires. Trump lui-même, c'est un autre facteur de l'accélération des choses. Trump, il accélère les choses de 2 façons, parce qu'il est polarisant, il est tellement outrancier dans son expression, tellement désinhibé dans l'expression de son racisme profond, que ça choque les gens et que ça force les gens à prendre position et à faire le choix de la décence et de la tolérance. Et tout ça, évidemment, contribue
à les faire se mobiliser. Trump, il est aussi facteur d'accélération par son incompétence, c'est-à-dire il tweet rageusement à longueur de journée pour expliquer qu'il va rétablir la loi et l'ordre, pour expliquer qu'il est assuré selon lui d'être élu lors de l'élection présidentielle de 2020. Mais évidemment, tout ce que les gens voient, c'est l'impuissance de Trump à contenir la pandémie de Covid-19, c'est l'impuissance de Trump à installer de la concorde dans la société américaine, c'est son incapacité totale à faire travailler son administration pour essayer de réconcilier les citoyens par-delà les clivages partisans. Et donc tout ça donne envie à de plus en plus de gens de tourner la page. Et une manière de tourner la page, c'est évidemment de voter contre Trump pour Joe Biden lors de l'élection de novembre. Mais une autre manière de tourner la page, c'est aussi de se mobiliser massivement en réaction à la mort de George Floyd pour appeler à des changements radicaux à tous les niveaux de la société américaine. Voilà, pour finir, un dernier facteur qui accélère des choses, c'est le numérique, la dissémination croissante ces dernières années des technologies numériques, le fait que la plupart des individus désormais sont équipés de smartphones, que ces smartphones permettent à tout un chacun qui est témoin d'un épisode de racisme de la part d'un autre citoyen, de la part d'un policier, de filmer cet épisode, de le diffuser instantanément sur les réseaux sociaux, de forcer les personnes qui ont commis des actes racistes ou proféré des propos racistes à s'en expliquer, à s'en justifier, ce qui évidemment contribue à éteindre les velléités des uns et des autres de se prêter à de tels actes ou de proférer de tels propos. Et puis en plus de la technologie désormais banalisée, qui est le fait de pouvoir filmer tout ce qui se passe, et de le partager avec le plus grand nombre via les réseaux sociaux, il y a aussi des applications plus spécialisées qui aident les activistes à mieux se coordonner, à se signaler les uns aux autres la présence de policiers, à s'alerter les uns les autres sur l'existence de violences policières et à faciliter la mobilisation et la pression sur les pouvoirs publics pour changer les choses. Et tout ça, évidemment, donne un sentiment d'abord, ça permet à la mobilisation d'avoir une ampleur sans précédent. Il n'y a jamais eu autant de manifestants dans les rues aux États-Unis dans l'histoire récente. Et ça a été facilité évidemment par le numérique. Mais ça permet aussi que ces manifestations soient suivies des faits parce que les technologies permettent aussi de maintenir la pression sur les pouvoirs publics, de forcer les maires, les gouverneurs, les représentants, les sénateurs et peut-être le président, le moment venu, à prendre des décisions qui n'auraient pas été prises si on avait continué à faire de la politique à l'ancienne. Voilà. Donc tous ces facteurs accélèrent les choses, tous ces facteurs amplifient l'impact de la mobilisation. On voit d'ailleurs que cette mobilisation, elle a largement dépassé les frontières américaines. Et à moi et à Laetitia, elle nous inspire que tous ces facteurs nous inspirent l'idée que cette mobilisation va probablement être suivie des faits sans comparaison avec des mobilisations similaires qui ont eu lieu dans le passé, en réaction à des faits qui étaient similaires, c'est-à-dire la mort de citoyens américains noirs victimes de violences policières. Voilà. Et donc on rentre dans une période à la fois de grande incertitude, mais aussi de grand espoir pour tous ceux qui, malgré la violence et malgré les divisions et malgré la polarisation qui caractérise le climat politique aux États-Unis ces jours-ci, voient dans cette situation actuelle l'opportunité d'accélérer la transition et de faire son concrétiser des choses auxquelles de plus en plus de gens aspirent. Voilà. C'est vraiment l'une des dimensions qu'on veut explorer avec Nouveau Départ, c'est même l'idée même du titre de notre média Nouveau Départ. Encore une fois, pour avoir accès à nos conversations à deux voix, rentrez avec nous plus en profondeur dans ces sujets absolument passionnants, dans l'exploration des différentes dimensions de la crise et de la transition. Abonnez-vous à Nouveau Départ, pas seulement à notre chaîne YouTube pour être averti de la mise en ligne des éditos hebdomadaires, mais aussi à Nouveau Départ, le média, pour avoir accès à tous nos podcasts et en particulier à nos conversations à deux voix. Encore une fois, la semaine dernière, c'était sur le regard des économistes sur la crise, ensuite sur la situation des États-Unis, donc ce que je viens de mentionner, le contexte historique et politique de tout ça. Cette semaine, on va aborder la question des finances publiques en sortie de crise, et puis dans les semaines qui viennent, la question des forces de police et de comment les organiser et les encadrer dans le monde d'aujourd'hui, et aussi la question de la démographie, c'est-à-dire quelle est la position, quelle est l'évolution de notre démographie et quelle est la position de notre économie et la contribution des seniors, voilà, sur le marché du travail. Pour suivre tout ça, encore une fois, abonnez-vous à Nouveau Départ, suggérez-nous aussi des sujets, n'hésitez pas à poster des commentaires, à nous écrire, nous sommes là pour vous.
et nous espérons vous retrouver très bientôt. Au revoir.